Bonjour et bienvenue dans ce deuxième chapitre d'économie en classe de terminale technologique, les défaillances du marché et de l'État. On étudiera donc trois séances, comme souvent. Tout d'abord, quelles sont les défaillances de marché, puis, deuxième séance, comment l'État va-t-il les corriger? Et on verra ensuite rapidement dans une troisième séance les défaillances justement de l'État. On verra qu'il y a quatre grandes défaillances de l'État. On parlera de l'asymétrie d'information, de la concurrence imparfaite, des externalités et des biens publics et des biens communs. Pour rendre le truc un peu plus agréable, vous aurez un personnage qui représentera le marché et un autre personnage qui représentera l'État, pour que vous voyez un petit peu les interactions entre le marché et l'État dans ces situations-là. Commençons donc par étudier les différentes défaillances du marché. On va commencer par l'asymétrie d'information. Pour ceux qui ont un petit peu suivi mes vidéos, vous vous souvenez très certainement de cette image où vous avez une asymétrie d'information justement entre un professionnel qui a de l'argent, qui connaît bien son produit, qui connaît toutes les informations à son sujet, et le consommateur qui n'a pas beaucoup d'argent et qui lui ne connaît rien. Et bien justement, c'est ça l'asymétrie d'information, c'est une défaillance du marché, car ici, dans cette situation, ce n'est plus la concurrence ou le prix qui guide l'achat. Pour essayer d'expliquer, l'asymétrie d'information, c'est la situation où il y a l'un des deux agents qui font une transaction et que l'un des deux agents dispose d'une information qui est incomplète. Il ne connaît pas toutes les caractéristiques du produit. Ce qui fait que l'agent mal informé, il n'est pas en mesure de contrôler l'action de l'autre agent, qui pourrait en tirer profit et avoir un comportement opportuniste. Donc, dans cette situation, le marché est défaillant. Deuxième cas, la concurrence imparfaite. Cette concurrence imparfaite, quand on l'appelle ainsi, c'est une forme de marché intermédiaire entre le monopole et ce qu'on appelle la concurrence pure et parfaite. On va avoir trois cas importants, l'oligopole, le cartel et la concurrence monopolistique. Tout d'abord, l'oligopole. C'est une forme de marché sur lequel se trouve un petit nombre d'offreurs qui ont tous un pouvoir de marché, c'est-à-dire qui ont tous la capacité à influencer le prix. Le problème, c'est que les entreprises dans cette situation, parfois, ils peuvent chercher à s'entendre sur les prix ou sur le partage du marché, et ce qui fait que l'oligopole peut mener à un cartel. Un cartel, c'est donc une entente de producteurs qui vise à réduire la concurrence en fixant le prix et ou en se partageant le marché, afin de pouvoir accroître son pouvoir de marché et à rendre plus difficile les entrées sur le marché par de nouveaux concurrents potentiels. On va chercher un petit peu à se comporter comme un seul monopole, mais fait de plusieurs entreprises. On a aussi le cas de la concurrence monopolistique. Donc mettons-nous dans un petit oligopole qui vend le produit A. Seulement, dans un cas, dans une entreprise, le produit A, il a une très forte image de marque liée à cette entreprise. Dans une deuxième, ce même produit, il a une bien meilleure qualité, mais vraiment une très très haute qualité. Et dans une troisième entreprise, ce même produit A possède de très très grosses innovations. Et bien dans chaque cas, tout le monde vend le même produit de base, mais chacun en fait a un petit monopole. La concurrence monopolistique, c'est une forme de marché sur lequel les offreurs différencient leurs produits pour le rendre unique et grâce à ça, profiter d'une sorte de petit monopole lié au côté unique du produit. On n'est donc plus dans un oligopole, mais dans une concurrence monopolistique. Et dans ce cas, l'État est défaillant. Passons maintenant aux externalités. Une externalité, qu'on appelle aussi un effet externe, c'est une situation par laquelle un individu occasionne par son action un impact sur un autre, qu'il soit positif ou négatif. Il y a des externalités positives et négatives, mais sans qu'il y ait de compensation financière. Commençons ici, par exemple, par une externalité positive. Vous avez un terrain qui vaut 150 000 euros, et dessus, il y a une entreprise qui s'y installe, elle est très réputée, elle attire des clients, et bien ce qui fait que le terrain il va prendre de la valeur. Le terrain va prendre de la valeur sans que l'entreprise n'ait fait quoi que ce soit. Une externalité positive, c'est la conséquence positive d'une activité économique qui n'est pas prise en compte par le marché. Mais malheureusement, il existe aussi des externalités négatives. C'est la conséquence négative d'une activité économique qui n'est pas prise en compte par le prix du marché. Le plus souvent, bien entendu, c'est la pollution. Donc là, vous avez une entreprise polluante, donc un truc tout à fait banal,
qui déverse sa pollution, par exemple, dans une rivière. J'ai bien fait de préciser que c'était une rivière, ce dessin. Ce qui fait que les riverains, les personnes autour qui sont liées à cette rivière ne sont pas contents. C'est donc une externalité négative. L'activité de l'entreprise entraîne sans le vouloir une hausse de la pollution. Et encore, ici, le marché est donc défaillant. Passons enfin au cas des biens publics et des biens communs. Il y a deux situations. Un bien peut être non rival, c'est-à-dire que plusieurs personnes peuvent consommer le même bien en même temps, et la non-exclusion, c'est le fait qu'on ne puisse pas empêcher quelqu'un de consommer le bien. Quand on a les deux situations, on est dans ce qui s'appelle un bien public. Un exemple, par exemple, un phare, c'est un bien public. Plusieurs personnes peuvent consommer la lumière du phare en même temps, et non exclusif, on ne peut pas empêcher quelqu'un de ne pas voir la lumière du phare, on ne peut pas lui interdire. Et comme on ne peut pas exclure les utilisateurs qui ne payent pas, c'est au pouvoir public de se charger de la production de ce type de bien et d'en faire payer tout le monde grâce à l'impôt. Mais dans le cas où un bien est que non exclusif, mais qu'il est quand même rival, c'est ce qu'on appelle un bien commun. La plupart du temps, ce sont des ressources naturelles. C'est des biens qui sont proches des biens publics, donc il y a non-exclusion, mais il n'y a pas non-rivalité. Il y a donc un risque de pénurie. On ne peut pas interdire, par exemple, à quelqu'un de pêcher un poisson dans la mer. Vu que la mer n'appartient à personne, le poisson n'appartient à personne, mais comme toute pêche fait diminuer les ressources de la mer, il y a un risque qu'un jour il n'y ait plus aucun poisson. Ici, le marché, encore une fois, est défaillant. Les pouvoirs publics sont amenés à réguler cette activité et à fixer des réglementations et des quotas. Donc, s'il y a non-exclusion mais rivalité, c'est un bien commun avec un risque de pénurie. Quand il y a non-exclusion et non-rivalité, ce sont des biens publics qui sont fournis par l'État. Et encore une fois, le marché ici est défaillant. Maintenant qu'on a vu les 4 grandes défaillances du marché, on va voir chacune d'elles à nouveau, mais cette fois-ci en voyant comment l'État va les corriger. On va commencer par le cas de l'asymétrie d'information, avec sa première correction, l'amélioration de la qualité de l'information sur les marchés. La production et la diffusion d'informations permettent de réduire les incertitudes et d'augmenter la confiance entre les consommateurs et les producteurs. On a plusieurs exemples, le contrôle technique pour les voitures d'occasion, les labels sur les produits, les interdictions de la publicité mensongère, les comparateurs de prix, les magazines de consommateurs, etc. Et on a aussi pour les marchés financiers, l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui a pour rôle, par exemple, d'améliorer la qualité de l'information sur le marché financier. Voilà un exemple de ce que l'État peut mettre en place pour réduire le problème de l'asymétrie d'information sur les marchés. Deuxième cas, le cas de la concurrence imparfaite, avec comme solution de l'État la mise en place d'une politique de la concurrence. La politique de la concurrence, elle vise à maintenir un niveau suffisant de concurrence au sein d'une économie. Elle porte sur le contrôle des ententes entre entreprises, la lutte contre les abus de position dominante, le contrôle des concentrations, etc. Le but ici, c'est de veiller à ce que la concurrence ne soit pas faussée. Le principal moyen dont disposent les autorités, donc la Commission européenne en Europe et l'autorité de la concurrence en France, c'est d'infliger des amendes proportionnelles à la gravité des faits reprochés. Troisième défaillance, c'était les externalités, avec la solution de l'État, l'encouragement des externalités positives et la limitation des externalités négatives. Comment? Pour les externalités positives, l'État peut prendre en charge tout ou partie de la production d'externalités positives, comme l'éducation, les routes, etc. Il peut également accorder des aides, comme des subventions ou des aides à la rénovation de l'habitat, vous savez, tout ce qui est isolation de la maison, réduction de la consommation d'énergie, etc. Du côté des externalités négatives, il y a plusieurs manières. Leur limitation passe par la mise en place d'une réglementation contraignante et de taxes. Pour protéger l'environnement, par exemple, l'État a comme principaux instruments des normes. Normes de réduction des émissions de produits chimiques, l'abandon du glyphosate en tant que pesticide, le tri des déchets, etc. Parmi les taxes, on peut parler par exemple de la taxe carbone, qui frappe les produits qui émettent des gaz à effet de serre, donc du CO2. Et ces taxes constituent ce qu'on appelle des signaux prix aux consommateurs pour les inciter à utiliser moins de certains produits. Quatrième et dernière défaillance, l'existence de biens publics
et biens communs que l'État va devoir gérer. Le problème du marché, c'est qu'il n'arrive pas à interdire les personnes qui n'ont pas acheté de profiter de la lumière du lampadaire urbain. Donc, les entreprises privées n'ont pas vraiment envie, c'est pas pertinent pour eux, de produire ces biens. Donc, l'État va prendre ça en charge. Pour ce qui est des biens publics, on a le problème de ce qu'on appelle le passager clandestin, c'est-à-dire un individu qui bénéficie d'un bien en évitant de payer pour l'obtenir. Donc, l'État va s'en servir, va le produire lui-même en utilisant les impôts des citoyens. Tout le monde paye, donc ça appartient à tout le monde. C'est un bien public. Pour ce qui est des biens communs, le marché se dit que n'importe qui peut pêcher des poissons dans la mer gratuitement. Le risque, c'est qu'un jour, il n'y en ait plus. Que fait l'État? L'État va mettre en place des règles sur l'exploitation de ces biens et il va mettre en place la plupart du temps des quotas, voire des interdictions, des taxes, pour faire en sorte de limiter la surutilisation de ces biens communs. On appelle ça la tragédie des biens communs, le fait que ces biens, qui sont souvent des ressources naturelles, finiront un jour par être épuisés. Maintenant qu'on a vu comment l'État fait pour corriger les défaillances de marché, on va parler des cas où c'est l'État qui est défaillant. Une défaillance de l'État, c'est une situation où le pouvoir politique et les lobbies faussent la prise de décision, de sorte que les décisions prises vont à l'encontre de l'efficacité économique. Marché et État sont liés car le bon fonctionnement du marché dépend du bon fonctionnement de l'État, et réciproquement. Le marché a besoin de règles pour fonctionner et seul un État efficace peut permettre au marché de fonctionner correctement. Premier cas, le cas des groupes de pression qui entravent l'action de l'État. Toute décision de l'État implique que certains individus seront forcément affectés négativement par celle-ci. Et si ces perdants sont une minorité mais constituent un groupe de pression influent, alors la décision pourrait être abandonnée au détriment de la majorité. Un lobby ou un groupe d'intérêt, quand même une petite définition, c'est un groupe de personnes créé pour promouvoir et défendre les intérêts privés en exerçant des pressions sur les personnes ou institutions publiques qui ont un pouvoir. Voilà le cas des lobbies. Un des lobbies très connus en France, c'est le lobby des produits laitiers. Deuxième cas, les contrôles insuffisants des marchés. Le problème qu'il peut y avoir, c'est qu'il n'y a pas assez de contrôle par l'autorité de la concurrence, ce qui fait que il peut y avoir des scandales dans le domaine alimentaire, comme par exemple le cas des steaks hachés de cheval chez Findus. Troisième cas, le cas du clientélisme politique. La définition du clientélisme politique, c'est l'attitude politique d'une personne ou d'un parti qui cherche à augmenter le nombre de sa clientèle politique par l'octroi d'avantages injustifiés en échange d'un soutien futur lors d'élections notamment, ce qui est contraire évidemment à l'intérêt général. Donc le cas du clientélisme politique. Et enfin, le dernier cas, la territorialité juridictionnelle des États. La compétence juridictionnelle, c'est l'aptitude d'une juridiction étatique française de l'ordre judiciaire à connaître un litige. Vu qu'il y a une souveraineté juridique des États, un État donné ne peut pas corriger les défaillances du marché d'un autre État. Ça, c'est aussi un problème. Voilà pour les défaillances de l'action publique. Donc, dans ce chapitre, on a vu le cas des défaillances du marché, comment l'État corrige ces défaillances, et enfin les cas de défaillances de l'État, qui malheureusement ne sont pas corrigées par le marché. Je souhaite donc de bonnes révisions, une bonne journée, et à la prochaine.